Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Assurance TV. Quel avenir pour les courtiers grossistes? C'est le sujet de notre plateau aujourd'hui. Depuis quelques années, il y a une accélération du nombre de courtiers grossistes en France. Il y a même des spécialisations, des évolutions, l'arrivée même depuis quelques temps de fonds d'investissement. Certains évoquent d'une part la nécessité d'évolution réglementaire, d'un statut spécifique pour les courtiers grossistes, et d'autre part une probable concentration du marché. Autant de questions qui se posent. L'avenir des courtiers grossistes, c'est le sujet de notre plateau. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Karim Irouche. Bonjour Karim. Bonjour. Vous êtes CEO du groupe Finaré et de CA par la même occasion. Benoît Lapointe, vous êtes avocat. Bonjour Benoît. Bonjour. Hervé Massier, vous dirigez Oisari, c'est bien ça? Oui, bonjour Jean-Luc. Et le groupe Active Assurance également. Et avons le plaisir également d'accueillir Jérémy Sebag, dirigeant de SPV Assurance. Bonjour Jérémy. Bonjour Jean-Luc. Alors messieurs, merci de votre présence sur le plateau d'Assurance TV. On va rentrer dans le vif du sujet, mais pour l'instant, est-ce qu'on peut aujourd'hui définir ce qu'est un courtier grossiste en 2022? Hervé Massier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, c'est vrai qu'on a découvert récemment que la CPR avait donné une définition du courtier grossiste. En tout cas, moi, je vais vous donner la mienne, en tout cas celle d'un dirigeant. D'abord, c'est une exception économique française, puisque ça n'existe dans aucun autre pays. Et puis, c'est statutairement un courtier comme un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de droits, moins de droits qu'un courtier classique. Il fait partie des 26 000, courtiers français, de proximité en France. Voilà. Après, moi, ma définition, pour moi, c'est un courtier qui a suffisamment de capacités techniques, informatiques, financières pour intermédier la distribution et la gestion entre un courtier et son client, son assuré, et une compagnie d'assurance. Voilà un peu la définition que je donnerais du courtier grossiste. Jérémy, vous avez à peu près la même définition ou vous apporteriez quelques commentaires? Oui, absolument. Globalement, je rejoins mon confrère. Donc moi, je dirais qu'on est un maxi-distributeur. Donc historiquement, le syndicat 10, à l'époque, j'y étais pas, mais Karim, présent sur le plateau, était présent. On peut considérer qu'on est dans la co-conception, cette fois-ci. Ouais. Donc la définition dans le cadre de la DDA a été définie. On est dans la souscription, puisque c'est aussi notre métier. Et évidemment, après, on gère. Et la particularité d'aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on soit de plus en plus agile et de plus en plus présent sur la partie IT. C'est ce que nous demandent nos courtiers de proximité. Karim Irouche. Oui, je suis assez proche, effectivement, de la définition qu'a donnée Jérémy. Il y a maintenant une quinzaine d'années, avec le syndicat 10, on avait écrit une définition, et puis on était arrivé à cette conclusion que finalement, un courtier grossiste, c'est une personne, morale ou physique, peu importe, dont le métier est de concevoir, distribuer et gérer les produits d'assurance. Alors, la particularité d'un courtier grossiste, c'est notamment d'amener la pointe d'innovation. Mais ça ne fait pas partie de la définition. Si on est au sens large, on est plutôt sur la conception, de la distribution, de la gestion. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de critère qui définit une taille de courtier affilié, des capitaux propres ou de chiffre d'affaires. Hein, Pour l'instant, non. Non, mais ça on va y revenir tout à l'heure, ouais. Hein? Non, on en parlera au moment de... Benoît, vous avez une vision aussi de ce qui se passe à l'étranger. Hervé disait tout à l'heure que c'était une spécificité française. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est une spécificité française et Hervé a raison de le dire sur le principe que le courtier grossiste en France aujourd'hui est un peu l'extension de la commercialisation des contrats d'assurance des assureurs et des mutuelles. La différence. Donc c'est bras armé d'une certaine façon de... En fait, le courtier grossiste, comme je me suis parfois amusé à le dire, a été un peu créé en France suite aux difficultés, ou j'allais dire l'incapacité, mais aux difficultés qu'ont eu des assureurs à bien connaître le marché et à appréhender quels étaient les besoins. Donc le courtier grossiste s'est développé avec une offre de produits qui sont des produits classiques, standards, alors que chez nos amis anglo-saxons, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, voire même au Canada, le courtier grossiste existe, le wholesale broker existe. Par contre, il s'est défini à la base comme étant un courtier qui est spécialisé sur des risques particuliers. Pour placer des risques particuliers, il aide donc les courtiers retailers, donc les courtiers distributeurs à la base, à placer des risques sur lesquels ils n'ont pas la maîtrise. Donc il est l'intermédiaire sur des niches particulières. Alors qu'en France, on ne retrouve pas nécessairement ce type de courtier grossiste. Donc Hervé avait raison.
On a évoqué tout à l'heure succinctement les critères éventuels. Bon, on sait que les courtiers grossistes sont parfois plus importants en termes de personnes protégées que certaines mutuelles. Ils s'en créent d'ailleurs fréquemment. Ils sont incontournables aujourd'hui dans notre marché du secteur de l'assurance. Vous l'avez dit, Hervé, ils sont noyés parmi les 26 000 courtiers d'assurance. Alors, on va se poser la vraie question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un projet de texte qui doit venir de ne sais où, vous savez, pour donner effectivement des critères spécifiques de définition pour les courtiers grossistes? Vous le disiez, Jean-Luc, au départ, il n'y a pas aujourd'hui de définition légale. Le Code des assurances n'assoit pas la définition du courtier grossiste de façon précise. Au regard de ce qui s'est passé, les développements qu'on a connus, l'ACPR a sévi au cours des dernières années, ce qui fait en sorte que ils ont constaté certaines problématiques, certaines déviances parfois de certains comportements. On y reviendra tout à l'heure peut-être. On y reviendra. Donc, face à leur incapacité à essayer de contrôler davantage les courtiers grossistes, ils ont fait un appel du pied à Bercy. Et Bercy, effectivement, sous l'ancien régime qui a changé en janvier dernier, avait débuté, semble-t-il, la rédaction d'un texte. Et il est probable aussi que ce texte, du moins cette rédaction, se poursuive dans les prochaines semaines, prochains mois. Quelle sera la définition? Est-ce que sera une personne morale? Est-ce qu'on aura un chiffre d'affaires minimum? Est-ce qu'il y aura une définition beaucoup plus précise? Ça reste à voir, mais à la question, la réponse est oui, il y a un texte qui serait au conditionnel en rédaction pour tenter de boucher ce trou et de faire en sorte qu'il y ait une régulation plus législative qu'une auto-régulation. Donc l'avenir nous le dira, l'avenir proche peut-être. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Qu'en pensez-vous, messieurs? Vous êtes chacun d'entre vous courtier grossiste. Est-ce qu'il faut une reconnaissance de la profession par elle-même, d'une certaine façon, ou au contraire quelque chose qui définisse venant de l'ACPR, de Bercy, on ne sait où, qui définisse vraiment les périmètres des courtiers grossistes, ou un code de conduite interne? Karim Héroux, je voulais réagir. Je trouve que ce que dit Benoît m'interpelle, puisqu'en tant que secrétaire général du syndicat Planète CSCA, et Hervé lui-même représentant des courtiers grossistes au sein du Conseil national, à date en tout cas, on n'a jamais entendu parler d'un texte qui serait en tout cas en réflexion. Parce que j'aurais du mal à imaginer que Bercy ou une quelconque autre autorité puisse imaginer ou réfléchir à un texte sans y inclure les parties prenantes à ce texte, c'est-à-dire les courtiers grossistes. Sur le principe date, alors donc, ceci étant dit, sur le principe, il peut y avoir beaucoup de réflexions, mais ensuite, il faut être quand même très vigilant parce que à trop vouloir légiférer, on ne trouve plus l'énergie et la liberté d'entreprendre. Donc oui, au sein du syndicat ou au sein d'une En tant que groupe Finaré ECA, c'est quoi votre position, Karim Héroux, aujourd'hui sur le sujet? Plus légiférer pour avoir un statut de courtier grossiste particulier, non, j'y suis pas particulièrement favorable. Non, parce qu'il se trouve qu'en plus, plus on légifère, moins on a de marge de manœuvre. Demain, il se trouve qu'on est courtier grossiste depuis plus de 20 ans. Le métier de courtier grossiste il y a 20 ans n'est pas celui d'aujourd'hui. Et si ensuite on doit à chaque fois toucher à une loi pour imaginer faire autre chose, je ne trouve pas que ce soit une bonne solution. Hervé Massier, vous en pensez quoi? Moi, je ne vais pas parler de loi, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le statut qu'on n'a pas, il n'est pas suffisamment clair et précis, donc il laisse libre cours à une multitude d'interprétations. Donc aujourd'hui, qui dit interprétation en fonction d'une personne ou d'une autre, on n'a pas tout à fait le même résultat. Pour ma part, moi, je serais plutôt favorable, en tout cas, dès lors, et là je rejoins Karim, si on peut le faire de concert avec le régulateur, c'est-à-dire de dire, vous avez un vrai statut, vous avez des obligations, vous avez des devoirs, mais au moins, c'est clair, c'est carré. Si ça doit être imposé par des gens qui ne connaissent pas forcément les spécificités de notre métier, ça va aller dans le mur. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, c'est quoi? C'est une réglementation? C'est un code de conduite interne? C'est une autorégulation entre courtiers grossistes? L'autorégulation, moi, j'y suis plutôt favorable et c'était un bon début, mais bon, c'est pas encore complètement gagné, cette bataille. Donc, en tout cas, il faut qu'on sorte du cadre juridique actuel qu'il n'a pas, puisqu'on est un courtier, un courtier comme un autre, et ça, c'est un vrai sujet. Vous n'êtes pas fan de l'autorégulation, Jérémy Sebag?
Si. Je suis sorti du syndicat, donc je ne sais plus ce qui s'y passe. Mais je vais vous répondre à cette question. Est-ce que la profession peut s'autoréguler par elle-même? Est-ce que les courtiers grossistes peuvent s'autoréguler? Je vais faire le lien en fait avec la question juste avant, parce que j'ai aussi un avis sur la question. Il faut pas oublier quand même que sur la DDA, déjà on a enraciné notre métier. Le principe même de la co-conception fait que donc il y a la gouvernance produit, en l'occurrence les courtiers grossistes façonnent et fabriquent et distribuent, gèrent des produits. C'était la définition qu'on donnait tout à l'heure. Donc déjà, il y a des textes qui nous mettent plus ou moins, on va dire, dans un cadre. Après, sur le métier en lui-même, je pense qu'il y a des pratiques sur lesquelles on voudrait nous encadrer. Et ces pratiques, c'est évidemment donc, la régulation. Donc là, je fais plus ou moins le lien en fait sur la question que vous me posez. Je pense que nous, les courtiers grossistes, nous sommes probablement, en tout cas sur le marché domestique, les plus à même de piloter les réseaux de distribution. C'est d'ailleurs ce qu'on nous demande, le régulateur et les assureurs nous le demandent assez régulièrement. On doit être en contrôle de nos courtiers de proximité, de nos distributeurs, dans la relation commerciale, et y compris dans tous les outils technologiques que nous leur mettons à disposition. Donc, évidemment, je soutiens le projet d'autorégulation et j'y ai travaillé ardemment à l'époque où j'étais en responsabilité au niveau du syndicat. Néanmoins, je pense que les courtiers grossistes doivent être, si ce n'est encore plus, associés à ce projet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des associations dissidentes de celles de Planète CSCA, donc de India, ont été montées par des grossistes. Ce n'est pas des courtiers grands comptes généralistes ou des courtiers de proximité qui l'ont monté, ce sont des courtiers grossistes. Donc tout ceci, en fait, explique bien le rôle clé et majeur que nous avons dans cette réforme. Donc il faut un statut ou pas, selon vous? Je pense que le statut, entre guillemets, il est déjà existant. Après, le vrai sujet, c'est la reconnaissance de ce statut. Je ne pense pas qu'on nous demandera un agrément comme on le demande à une compagnie d'assurance avec un besoin de fonds propres nécessaire ou avec un respect de S2. On a S2 courtage à respecter parce que nous sommes délégataires des compagnies d'assurance et donc on a des obligations vis-à-vis d'elles. C'est tout à fait normal. Donc on est déjà dans ce phénomène-là. Néanmoins, peut-être que dans les années à venir, et parce que aussi on en parlera tout à l'heure, la concentration du secteur est en train de s'opérer, je pense que probablement un statut peut-être un peu plus clair, un peu plus mieux précisé, sera de bonne loi pour nous. Sera de bonne loi pour la profession. Alors l'idée, c'est pas de pointer du doigt quelques acteurs que ce soit, mais cet été, il y a eu encore un épisode qui a amené une interdiction de souscription pour un acteur. Est-ce que ça a attiré l'attention des autorités de contrôle et de Bercy, Hervé, selon vous? Après, je dirais comme dans tout secteur ou corps de métier, il y a du bon et du moins bon partout, donc forcément la déviance de certains peut attirer le regard du régulateur et effectivement les grossistes ayant été un peu au cœur de ces attentions, oui, on est forcément plus exposé que les autres. Maintenant, bon, il faut jouer le jeu aussi, quoi. C'est comme ça. Ça a de quoi faire reprendre l'écriture du texte que vous évoquiez, Benoît Lapointe? Écoutez, ça a de quoi interpeller, parce qu'en fait, le texte peut venir si la profession ne s'autorégule pas. Donc aujourd'hui, puis on en parlait en plateau, il peut aussi y avoir des initiatives de certains courtiers grossistes, dont certains autour de cette table, et je peux mettre le pied dans les plats, mais a priori de faire en sorte de concentrer ce code de conduite dont vous parliez, Jean-Luc, pour essayer de faire en sorte que la profession puisse se donner un certain cadre. Et à l'époque du syndicat 10, il y avait eu des tentatives qui ont été faites. Certes, il y a des syndicats aujourd'hui qui s'y intéressent, mais de trouver une façon de fédérer davantage pour peut-être donner l'image et donner l'information aux législateurs que les courtiers grossistes sont en mesure de s'organiser eux-mêmes. Karim Rouge, c'est possible ça? Oui, que les courtiers grossistes se rejoint évidemment beaucoup plus facilement Benoît. Après, juste pour revenir sur l'épisode de cet été, il faut quand même également il faut rappeler que des mutuelles qui fusionnent, il y en a plusieurs par an, peut-être même plusieurs dizaines par an. D'accord ? Certainement, oui. Et là, on est dans des discussions entre professionnels.
on prend un risque ou on ne le prend pas. Quand on prend le risque, on assume tout ce qui en découle. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que je trouve, moi, que c'est extrêmement facile de pointer du doigt tel ou tel courtier grossiste, mais on est dans un environnement, autant lorsqu'on va s'adresser à une clientèle de particuliers, on peut parler d'abus de faiblesse et j'arrive à le concevoir. En revanche, quand on est dans des discussions entre professionnels, chacun a priori trouve son intérêt et réciproquement. D'accord ? Donc effectivement, pour revenir à la question, oui, ce que décrit Benoît correspond beaucoup plus, à mon avis, à l'état d'esprit dans lequel on doit s'inscrire. Alors l'été a été riche, on a parlé de ce cas. Il y a eu aussi le rebondissement au début juillet, je crois, du projet sur l'autorégulation par une QPC. Par une décision du 25 juillet 2022, la 6e section contentieuse du Conseil d'État a décidé de surseoir à statuer sur le recours initié par l'ANCDGP et de renvoyer au Conseil constitutionnel. Je crois que c'est pour fin septembre. Jérémy, vous en pensez quoi ? Je pense qu'on perd du temps. On peut revenir en arrière ou pas ? Je pense qu'on perd du temps. Puis en plus, on a, comme je disais tout à l'heure, donc nous, on a mis quand même beaucoup d'énergie dans la bataille. Mon groupe a accompagné Endia au quotidien sur le terrain. On a fait énormément de roadshow dans le cadre de nos activités commerciales et à chaque fois, en fin de séance, on parlait d'Endia pour faire en sorte de passer les bons messages et surtout d'apporter de la pédagogie nécessaire sur la nécessité de cette réforme auprès des courtiers de proximité. Bon, moi, je suis pas au Conseil d'État et en plus je suis plus dans les discussions au niveau du syndicat, donc je ne sais pas comment ça finira cette affaire, mais on peut revenir en arrière ou pas ? Non, ça paraît difficile, non ? Encore une fois, je suis pas dans les discussions au niveau maintenant institutionnel. Ce que je pense personnellement, c'est qu'on perd du temps. Voilà. Néanmoins, peut-être que justement c'est une opportunité pour nous courtiers grossistes, comme je le disais tout à l'heure. À mon avis, il faut qu'on soit associé encore plus sur cette réforme, probablement avec les autorités, parce que en réalité, nous sommes les plus représentatifs de la gestion des courtiers de proximité dans leur ensemble et sur tous les risques. Hervé Massier, vous pensez quoi de ce rebondissement du début de l'été ? C'est un coup dur pour l'autorégulation, puisque évidemment tout le monde s'était fait à cette idée. Donc, tout le monde s'était préparé en plus. Sûr, en tout cas, nous, on a investi. Nous, on a investi du temps, de l'énergie, etc. Et puis voilà, on s'était mis cette idée en tête. Voilà, après, c'est d'autant plus dur que si c'est balayé, alors je sais pas les différentes issues possibles, ça renaîtra d'une façon ou d'une autre, mais c'est quand même aussi une perte de temps, d'énergie, d'argent aussi, parce que des gens comme Planète CSCA ont investi dans Endia, on parle de plusieurs millions d'euros, parce qu'il y a des coûts informatiques, on a recruté du personnel, etc. Donc je suis assez d'accord avec Jérémy, c'est une perte de temps, et voilà, pour une fois qu'on avait réussi à mettre à peu près tout le monde d'accord, on est vraiment en attente de la décision, quoi. Karim, votre point de vue sur le sujet ? Oui, il faut rappeler que c'est la deuxième fois. Oui, d'accord. C'est donc important. Il y a un vrai sujet sur cette autorégulation. Effectivement, il faut reconnaître que ça a été assez surprenant qu'on ait uniquement les courtiers d'assurance et les mandataires de courtiers qui soient concernés par cette loi. Ça, c'est un point. Et d'ailleurs, c'est sur ce point-là que s'appuie la NCDGP. Néanmoins, une fois qu'on a dit cela, c'est lancé. Moi, je pense qu'il faut plutôt se poser la question de se dire, c'est lancé et comment est-ce qu'on peut revenir à une forme d'équité en ramenant les autres professionnels qui ne sont pas dans cette loi-là. Comment est-ce qu'on fait pour les ramener à l'intérieur plutôt que d'énoncer la loi ? Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Et puis effectivement, si ça peut professionnaliser l'ensemble, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même... C'était l'objectif recherché. Alors, là où effectivement c'est un peu gênant, c'est comme ça ne concerne que les courtiers ou les mandataires de courtiers, ça laisse penser que c'est les seuls non professionnels. Ça pose quand même un problème. On est moins professionnels que les agents généraux. Donc il faudrait embarquer tout le monde. Là effectivement, je pense qu'il faut plutôt le prendre dans ce sens-là. Tous les intermédiaires, c'est ce que vous dites. Complètement. Pas que les intermédiaires, parce qu'on a également tous les salariés de banques, de compagnies d'assurance, etc. Et à l'occasion, les courtiers grossistes font parfois le travail que les compagnies d'assurance font avec leurs mandants agents généraux sur cette qualité de formation, d'accompagnement sur le terrain. Donc c'est
ce serait en tout cas une mauvaise chose de penser que les courtiers sont des moins bons professionnels que les autres intermédiaires du marché. Mais là, il faut aller au bout. Le message est passé, il faut aller au bout. Il y a un foisonnement de nouveaux courtiers. Karim Hérouche, en préparant ce plateau, vous aviez fait la réflexion en fait, qu'on était passé quasiment de 10 courtiers il y a 10 ans, courtiers grossistes à près d'une quarantaine 10 ans après. C'est ça, hein, globalement, la fourchette. C'est le constat, effectivement. On s'est retrouvé, quand on regardait, pardonnez-moi, hein, les classements qui sont publiés au printemps ou à l'été, on arrivait péniblement à 10 courtiers grossistes. Quand on regarde les classements parus récemment, on est à une trentaine ou à un peu plus d'une trentaine, et puis sans compter les 3-4 qui refusent de s'afficher parce que pour vivre heureux, vivons cachés. Mais alors, il y a beaucoup de néo-courtiers. Hein, alors, on va se poser la question du modèle quand même à ce stade de l'émission. Il y a une accélération de la création depuis 2015 à peu près. C'est là qu'on peut se poser la question. Permettez-moi de reprendre la parole. On parlait tout à l'heure de la définition des courtiers grossistes, d'accord, où on retrouve 3 pans globalement: la co-conception, la distribution, la gestion, d'accord. On peut avoir des méga distributeurs, c'est possible. On en voit d'ailleurs beaucoup. On récupère un produit et il le distribue au travers d'un réseau de courtiers. Pour moi, c'est pas tout à fait des courtiers grossistes. C'est là qu'on doit peut-être travailler sur ce sujet. Il nous reste une dizaine de minutes, Karim Hérouche. On va plus se positionner un petit peu, si vous le permettez, sur l'avenir, l'évolution du modèle. Est-ce que ce modèle de courtier grossiste comment il peut évoluer, Hervé Massier? Est-ce qu'il est déclinable? Jusqu'où peut aller son modèle? Il va de plus en plus dans le service aux courtiers de proximité? Ouais, absolument. C'est vrai qu'on était plutôt sur les pans d'assurance classiques, soit sur le particulier, soit sur le professionnel. On voit d'abord des nouveaux risques arriver, des courtiers grossistes spécialisés sur les risques cyber, par exemple, ou d'autres. Mais j'en vois aussi des modèles se décliner sur plutôt le modèle de produits de défiscalisation. Voilà, des gens qui sont capables de faire des FCPI, etc., en mode grossiste, c'est-à-dire qu'ils mettent une plateforme et puis ils vont voir des distributeurs, alors qu'ils soient CGPI, qu'ils soient agents immobiliers, etc. Donc en fait, le modèle, dans sa genèse, aujourd'hui, il est déclinable à autre chose que de l'assurance. Donc un des modèles, c'est la spécialisation, peut-être par type de risque. Je vais revenir quand même à la quintessence du grossiste. Le grossiste a été inventé dans le textile. Ça marchait comment? Enfin, on parle de ça il y a plusieurs dizaines d'années. C'était les chasseurs pour certains courtiers grossistes. Oui, c'est ça. On était déjà dans l'assurance, mais dans le textile, on allait voir des fabricants, on dit voilà, je veux faire tel modèle, je vais vous en écouler 50 000, ça coûte combien? Et puis on le mettait à des semi-grossistes qui allaient le vendre à des détaillants. On n'a pas inventé la roue, mais c'est vrai qu'adapté à l'assurance, c'était quand même pas évident. Mais aujourd'hui, ce modèle, pour moi, il est encore déclinable sur autre chose que les produits classiques, donc les services. Donc, pour un univers de produits exactement. Et puis après, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Là, je suis assez d'accord avec Karim. Il y en a beaucoup, surtout là sur les 5 dernières années. Alors forcément, ce foisonnement, à un moment, on va appeler la concentration, parce que c'est toujours l'étape d'après, c'est grandir ou se concentrer, quoi. C'est un peu la finalité en soi. Donc le modèle peut se dupliquer par type de risque, et puis il peut y avoir un phénomène de concentration, de regroupement. Jérémy Sebag? Oui, je pense, c'est inévitable. Après, au-delà des concentrations nécessaires peut-être au niveau du secteur, il faut pas oublier un truc, c'est que en 2015, quand nous on a créé l'entreprise en 2012, on a développé l'activité grossiste en 2015. La technologie liée à la souscription et à la distribution n'était pas celle de Karim quand il a créé son entreprise. Donc a fortiori, on ne faisait pas le même nombre d'affaires, ou on n'avait pas cette capacité de croissance de manière équivalente quand on s'est lancé qu'à l'époque. Et donc ça permet aussi le développement plus massif et plus rapide d'un certain nombre de confrères. Premier point. Deuxième point, je pense objectivement que le courtier grossiste en France, en tout cas, il est enraciné dans la profession et qu'il est indispensable à la survie du courtier de proximité, notamment généraliste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on apporte par nos moyens, parce qu'on a des moyens colossaux, on est quasiment tous financés. De la formation, des outils. Mais surtout, on apporte des outils sur lesquels les compagnies d'assurance n'investissent plus et qui sont nécessaires au développement des courtiers de proximité, quels que soient les risques, si effectivement l'innovation peut venir aussi des risques, comme il le disait tout à l'heure. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle, parce qu'on est dans un monde qui se financiarise de plus en plus, que la concentration est inévitable.
Benoît, un petit regard sur l'évolution de ce secteur que vous connaissez bien. Écoutez, je partage les avis et je rebondis sur l'avis de Jérémy. Je pense que la consolidation aujourd'hui deviendra nécessaire parce qu'on a certaines barrières à l'entrée, notamment sur la digitalisation. Aujourd'hui, pour que le courtier grossiste de demain puisse être en mesure d'offrir tous les services nécessaires au courtier de proximité, il aura besoin d'investir sur des outils de digitalisation. L'assureur ne fait plus ses investissements. Donc aujourd'hui, le courtier grossiste classique qui démarre a besoin de ces investissements. Donc on peut envisager une consolidation et un courtier grossiste sur des risques spécifiques. On parlait de cyber, Hervé le soulignait, c'est revenir au courtier grossiste anglo-saxon, qui lui s'est développé depuis de nombreuses années sur ces types de risques. Et là, il y a une valeur ajoutée qui est forte. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement toutes les sociétés d'assurance qui vont être en mesure d'offrir des produits de niche tels les produits cyber. Donc je pense que, pour répondre à la question, oui, il y a un avenir. Il est enraciné, le courtier grossiste, en France. Mais il y aura du mouvement dans les prochaines années. Alors vous avez fait une formidable transition sur ma question suivante. Vous parliez d'investissement. On va évoquer maintenant l'attrait des fonds d'investissement sur le métier de courtier grossiste. Sur ce plateau, il y a effectivement quelques entreprises qui ont des fonds d'investissement au sein de leur structure. Hervé Massier, vous avez 2 fonds d'investissement, je crois, de mémoire. C'est en 2018. Ah oui, ça c'était en 2018. En 2018, au démarrage. Il n'y en a plus qu'un, oui, absolument. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Ouais. C'est une tendance durable ? Durable, ça, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que les plus grosses ont ouvert le pas, parce qu'on peut reprendre des gens qui s'appelaient Cyprès à l'époque, puis Antoriac, et qui ont un peu ouvert le bal, puis April, et puis après, d'autres ont suivi, dont certains autour de la table. Dans le top 10 des courtiers, il y en a combien qui ne sont pas... je pense qu'ils suivis par des fonds d'investissement. Ils sont mineurs, je pense qu'ils ne sont pas majorité. Karim Rouge. Oui, on doit être 2 ou 3, oui. Ouais. Mais non, c'est clair qu'on représente... c'est le petit village gaulois. Non, mais c'est inévitable. Donc, c'est inévitable ? C'est inévitable. Moi, mon avis, c'est que c'est inévitable pour la simple et bonne raison que, encore une fois, on est sur des modèles qui se financiarisent. On a besoin d'investir, et donc, notamment, soit sur les hommes pour être présents sur le terrain, pour faire le travail que les compagnies d'assurance, d'animation, réseaux courtiers ne veulent plus toutes faire. Et on doit aussi accompagner la transformation digitale des courtiers de proximité. Et pour ça, il faut investir. Et pour investir, il faut à la fois payer ses propres collaborateurs et avoir du carburant pour pouvoir financer les projets. Donc c'est inévitable. Est-ce que ça ne va pas générer une espèce de phénomène de course à la taille, Karim Rouge, ces fonds d'investissement ? C'est forcément le danger. Je pense que c'est également une des explications de la prolifération de courtiers grossistes. La matière assurable, elle est infinie. On peut absolument tout assurer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas trop réglementer ce métier-là. Ensuite, effectivement, tout est... la course à la taille, on voit, je revenais sur les 10 dernières années. Il y a 10 ans, on avait un seul courtier grossiste qui faisait plus de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, on en a 3 et entre 50 et 100 millions d'euros, on doit en avoir peut-être 5 ou 6. Donc on voit bien que la taille est de plus en plus importante. Et je rejoins Jérémy, l'effet taille est forcément très important, oui. D'autres conséquences ou même bienfaits de Hervé Massier ? On vous a interrompu tout à l'heure. Non, après, moi, c'est plus sur la tendance durable. Après, il y a effectivement un attrait qui a été un peu les multiples des bidas et les valorisations. Et là, forcément, ça peut donner des idées à des nouveaux entrants de se dire... Paradoxalement, on vaut moins cher que les InsurTech. C'est vrai aussi. Donc, pour l'instant. C'est vrai. Donc, bon, pour moi, je pense que la tendance n'est pas durable parce qu'à un moment, il faut revenir un peu quand même à des choses concrètes et valoriser des boîtes. Je suis très content qu'on ait des licornes en France, mais à un moment il faut aussi revenir un peu les pieds sur terre et valoriser pour la juste valeur et pas sur des la éléments rentabilité redevienne la norme. C'est ça, exactement. C'est pas le cas actuellement ? Alors, pour les personnes autour de la table, je crois que si. Sur les courtiers grossistes. Puisque de toute façon, on n'aurait pas pu investir nos fonds d'investissement dans la boutique si on ne gagnait pas d'argent. Et parce que je pense qu'à un moment donné aussi, avoir de la rentabilité dans une entreprise en tant que chef d'entreprise, c'est sain et c'est aussi une bonne image qu'on donne à ses collaborateurs qui viennent au travail tous les jours.
En tout cas, merci de votre participation. Il nous reste une minute pour conclure. Vous avez cette lourde tâche de nous dire quel avenir pour les courtiers grossistes en quelques mots pour terminer ce plateau. Benoît, vous vous lancez. C'est quoi les mots que vous metteriez en avant spontanément pour... Spontanément, je dirais que le courtier grossiste est maintenant, aujourd'hui, un acteur incontournable en France. Donc, il y a un avenir qui est certain. Ce qu'on a connu les 10 ou 15 dernières années, c'est probablement pas ce qu'on va connaître les 10 ou 15 prochaines, d'où peut-être au fonds d'investissement un engouement qui sera peut-être davantage limité et croissance importante, la vente à distance. Donc on a eu quand même des très très belles années pour les courtiers grossistes. Les prochaines resteront peut-être plus difficiles, d'où ce marché de concentration, mais de très belles années à mon avis pour ces messieurs. Jérémy, pour terminer, c'est quoi les mots que vous retiendriez ? Moi, je retiendrai le terme de renouveau. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le modèle du grossiste d'aujourd'hui ne sera peut-être pas le modèle du grossiste de demain. Dans notre groupe, on y travaille. Tout à l'heure, tu disais en fait qu'effectivement, on s'est emparé de métiers de grossiste dans d'autres secteurs. Tu n'as pas complètement tort. Peut-être que la fabrication de produits n'est pas forcément ce qu'il faudra qu'on fasse dans les années à venir. En revanche, qu'on apporte du service, de l'IT et de l'accompagnement aux courtiers de proximité, ça restera dans l'ADN du métier. Karim Merouche. Écoutez, moi j'ai... Les mots-clés. Matière assurable infinie, donc innovation, donc courtier grossiste. On n'a pas eu le temps de parler d'innovation, hein, c'est un de nos sujets, mais le temps on était pris un petit peu par le temps. Hervé, pour terminer. Moi, encore heureux, je crois qu'il y a de belles années, et effectivement, je suis assez d'accord avec Jérémy, à pouvoir peut-être se réinventer, puisque le modèle historique inventé par Soliazar lui-même a peut-être aussi besoin de se régénérer. Voilà, moi je lui souhaite en tout cas encore de belles années, mais peut-être dans un mode de fonctionnement un petit peu différent. Écoutez, merci de votre participation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur le plateau d'Assurance TV.